Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Beaucoup de nouveaux abonnements, beaucoup de likes, beaucoup de vues sur la vidéo d'hier et je vous en remercie infiniment. Il y a eu pas mal de questions que j'ai essayé de répondre dans les commentaires, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et on se fera un plaisir d'y répondre peut-être demain dans une vidéo pour répondre à quelques commentaires qui sont extrêmement pertinents et avec des raisonnements extrêmement pertinents. On va parler de Bitcoin bien évidemment dans cette vidéo et on va surtout répondre à une question. Et une question est peut-être la question la plus importante. Bitcoin a-t-il un avenir? Bitcoin et les cryptos ont-ils un avenir? On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, j'aimerais vous reparler de Ovaly, le ce rare dieu rugby. C'est le projet développé par le plus gros jeu fantasy Web 2 de rugby en Europe. Fantasy Rugby World, on en avait déjà parlé ensemble, plus de 50 000 utilisateurs. Antoine Dupont est ambassadeur, est investisseur du projet, c'est le meilleur joueur du monde, c'est le capitaine également de l'équipe de France. Et à la fin de l'année, il y a la Coupe de rugby 2023 qui se déroulera en France. Oval 3 ne s'arrête pas aux seules licences Top 14, Pro D2 ou MLR. Ils sont en discussion avec la Ligue anglaise notamment, et avec toutes les licences mondiales, et notamment la Coupe du Monde, pour pouvoir proposer des cartes de l'ensemble des joueurs à travers la planète. Concernant le jeu, on va parler très rapidement. Il y aura donc un free-to-play, Web.2, et il y aura également le Web.3 avec NFT, un petit peu à la Sorare si vous voulez, et avec un token. Et c'est du token qu'on va parler aujourd'hui. Mais juste avant, il faut bien comprendre le fonctionnement du jeu. Il y aura des cartes à placer, il y aura les statistiques en temps réel des joueurs, vous allez gagner de la valeur en fonction des statistiques des joueurs dans la vie réelle, vous avez des cartes boosters, vous avez des leaks selon les niveaux de rareté de la carte, etc. et des récompenses qu'on pourra gagner, encore une fois, au token. La marketplace qui a été lancée, et je vous avais d'ailleurs dit il y a quelques semaines que j'achèterais une carte par jour jusqu'à la Coupe du Monde 2023, c'est chose faite. Donc voilà, j'ai une carte unique, j'ai des cartes limitées, j'ai des cartes rares, j'ai des cartes super rares. J'en ai à peu près 70 aujourd'hui dans mon desk. On avait d'ailleurs créé un petit salon directement Ovaly, ici sur le Discord des droits du marché. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà constituer votre petit desk. Me semble-t-il qu'il faudra minimum 5 cartes pour pouvoir commencer à jouer sur le Web3. Et vous en avez actuellement pour moins de 1$ au niveau des cartes. Donc nous, on en a acheté tout au début un petit peu plus cher, notamment les super rares, voire les uniques qui montaient à 300, 400, 500$. La carte la plus chère, c'était 4000$. Et Antoine Dupont s'est vendu 2500$, me semble-t-il. Donc actuellement, pour moins de 1$, vous pouvez déjà constituer votre premier desk. Mais aujourd'hui, on se focus sur la pré-sale. Il s'agit donc d'une pré-sale. Il y aura une période de vesting de 18 mois et une période de cliff de 3 mois. Il y aura donc une décote par rapport au prix de la public sales qui sera proposée dans quelques temps. C'est intéressant puisqu'ils ont décidé de lister le token au moment de la Coupe du Monde 2023, là où il y aura un maximum de hype qui sera généré. Vous avez mes liens en description, vous gagnez 5% de reward et je gagne 5% de reward. Ils vont préparer un petit jeu type mon petit prono ou mon petit gazon qu'on avait déjà fait ensemble lors de la Coupe du Monde de football 2018. Ça avait beaucoup plu à la communauté. Et ben, je vous propose de vous redistribuer ces rewards aux ceux qui voudront participer à Ovaly Web3 de ce côté-là. Et je vous redistribuerai tous les rewards. À ce moment-là, il y aura des petits jeux qui seront organisés et j'espère qu'on sera nombreux à y participer. Côté token, à quoi va-t-il servir? On parle ici d'un utility token. Ce sera la seule monnaie du jeu. Elle vous permettra d'acheter des cartes, elle vous permettra d'entraîner des joueurs, elle vous permettra de recevoir des bonus, elle vous permettra de recevoir des récompenses. L'objectif, comme il est souvent dans ces jeux Web.3 de gamification des usages, de ne pas donner la possibilité ou d'inviter les joueurs à dump le token, notamment sur nos échangeurs préférés. En parlant d'échangeurs préférés, je ne connais pas encore exactement l'échangeur qu'ils utiliseront. Il y aura très probablement des échangeurs décentralisés, mais un très gros échangeur qui fait partie du top 5 mondial. En tout cas, c'est les premières choses et les premières sources que j'ai dû entendre, notamment sur Twitter. On fera de toute manière un AMA en fin de semaine avec les cofondateurs et j'espère qu'on en apprendra davantage. Côté token, ça ne s'arrête pas là. Ils sont en train de mettre en place des partenariats avec l'ensemble des clubs français pour pouvoir directement dépenser vos tokens pour acheter des places dans vos stades préférés ou de dépenser vos tokens directement dans les boutiques officielles pour vous acheter des maillots ou des articles de sport directement au sein des stades. Il y a donc une réelle volonté de vouloir faire connaître le token directement au sein des stades, directement au sein des boutiques officielles et de vouloir exporter et utiliser le token à l'extérieur du jeu en lui-même. Je vous laisse donc tous mes liens dans la description. On fera donc cet AMA en fin de semaine. J'espère que vous serez nombreux à le découvrir, que ce soit sur le Discord, que ce soit sur Twitter. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Et nous, on en reparlera d'ici le début de la Coupe du Monde 2023.
Côté Bitcoin, on est toujours dans ce trade qu'on avait placé ensemble il y a quelques jours maintenant. On n'est pas venu se faire liquider, donc j'ai bien vérifié. J'avais mis un stop juste en dessous, moi, des 25 200 et quelques dollars, me semble-t-il. Donc je prends toujours une toute petite marge de manœuvre pour justement éviter ce type de toute petite mèche que vous observez juste ici. Donc j'aime pas me les faire prendre, celle-ci. Donc je me mets un tout petit peu plus élevé à peut-être moins d'un demi%, 0,7% en dessous. Donc, même si vous étiez pile sous ce trade ici, enfin en tout cas sous le précédent lot, et vous n'êtes toujours pas pris et c'est plutôt intéressant de l'observer. On avait déjà pris un TP de sécurité, donc généralement sur des ratios de 1 pour 1, c'est comme ça personnellement que je fonctionne. Vous allez chercher des petits ratios de 1 pour 1, on met le stop en dessous de la précédente structure et on va chercher un petit ratio de 1 pour 1 pour prendre un premier Take Profit. Le second n'a pas été pris. Dès lors, si le second n'est pas pris, on ne remonte pas. Enfin, personnellement, je ne remonte pas en Stop Profit juste ici. Donc, c'est clairement pas ce que j'ai fait. Est-ce que ça sera liquidé ou pas? Bon, c'est pas très grave si je venais à me faire prendre ce petit stop-là. On peut toujours aller chercher tous les stops complètement évidents qui sont en train de se positionner un petit peu dans le doute et dans la peur comme telle une opportunité sur nos cryptoactifs préférés, bien que l'ensemble de nos cryptos total se sont malheureusement bien fait dégommer. On commence à reprendre quelques petites couleurs, notamment sur Atom Cosmos, etc. Quelque chose que j'ai arbitré personnellement, c'était ce week-end, et quelques petits trends, notamment sur Galaxy, notamment sur Sioux, notamment sur Matic, qui reprennent un petit peu de couleur. D'ailleurs, Matic et Solana sont très en devant de la scène par rapport à la réponse donnée à la SEC. Donc oui, la SEC n'est pas notre ami. Oui, le gouvernement américain n'est pas notre ami. Est-ce que ça veut dire que tout ceci est gravé dans les marbres? La réponse est non. Côté order flow, on va aller extrêmement vite. Il se passe strictement rien, des fundings relativement positifs ici. On a une forme de dépréciation entre les comptes plutôt à la vente et les top traders qui tentent peut-être de prendre le dip ici. On a juste une toute petite dépression, mais toujours quand même en faveur des shorts ici. Est-ce qu'on attend encore cette grosse bougie de liquidation? Honnêtement, c'est pas une obligation. Pourquoi? Parce qu'on a eu ici la bougie de liquidation, plus de 20 millions de dollars. Donc ça, c'est encore une fois des données qui ne sont pas exactes. Je pense que c'est bien plus que ça. On parle d'ailleurs de près de 300 ou 400 millions de dollars sur Bitcoin et 600 millions de dollars sur l'ensemble du crypto total par rapport à ce qui s'est passé ce week-end vis-à-vis de la SEC et de la grande purge qui s'est passée notamment vis-à-vis de Binance US ou de Crypto.com ou de Gemini ou de Robinhood qui ont délisté et qui sont en train de délister pas mal de nos crypto-actifs préférés. Bon, j'ai pas vraiment envie de parler de Bitcoin, pour être tout à fait honnête avec vous. J'ai pas envie de parler de crypto-monnaie, j'ai pas envie de faire d'analyse technique. On va juste faire une seule chose et qui est extrêmement importante, c'est le CPI. Le CPI sera donc à 14h30. On sera les yeux arrivés sur cet indicateur-là. Logiquement, on devrait observer une forte décroissance si on s'en réfère à Trueflation. Donc 4,1, c'est bon. 4,2, ça ira. 4,3, ça grince un petit peu. Et en dessous des 4, plutôt positif. Et j'espère, encore une fois, que le marché va bien en profiter. D'ailleurs, en parlant de marché, juste répandre cette charte-là. Je vais enlever la net liquidity puisque on commence. Bah oui, il y a les bons du trésor qui vont être émis par rapport à la remontée du plafond de la dette. Donc il faudra bien prendre cet argent quelque part. Est-ce que c'est la Fed qui va sortir ou pas le carnet de chèques? En tout cas, il y a une toute petite hausse ici. Donc on attend réellement une magnifique hausse de liquidité. Et je pense très franchement que nos crypto-monnaies, et notamment Bitcoin en premier lieu, sera en profiter. Je vais juste enlever ça. Je vais passer en mute et hop, SPX juste là. Bon, on est en train d'observer quelque chose de très intéressant, une forme de décorrélation entre les indices, que ce soit Nasdaq, que ce soit S&P 500, et le crypto total ou les crypto-monnaies. Bon, et notamment Bitcoin. On va regarder Bitcoin puisque c'est celui qui nous intéresse le plus. Généralement, qu'est-ce qui se passe dans ce type de comportement? On revient à la neutralité. En somme, c'est plutôt des trucs comme ça qu'on tend à observer, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc on revient en fait sur un espèce de consensus, sur un espèce d'équilibrium. Donc je peux clairement et continuer personnellement à encadrer ce renouveau ou la poursuite du flux acheteur et qui sera très probablement violent en réponse en fait par rapport au sentiment qui est extrêmement baissier ou un doute finalement profond. Voilà, donc c'est généralement ce qui peut se passer, ou tout simplement Bitcoin peut rattraper finalement son petit retard. Mais actuellement, il faut vraiment bien comprendre ça, c'est qu'il y a un désintérêt depuis maintenant plus d'1 an sur les crypto-monnaies. C'est un réel désintérêt. Je ne dis pas que ça ne travaille pas derrière. Je ne dis pas que des investisseurs extrêmement fortunés ou des fonds extrêmement fortunés investissent massivement dans les crypto-monnaies. Je dis juste que le public est complètement à côté actuellement. Honnêtement, si vous posez la question à des personnes avec qui vous avez discuté quand vous êtes entré sur le marché des crypto-monnaies, posez-leur la même question. Enfin, déjà, je pense que vous n'avez même pas envie d'en discuter avec eux, et eux ne vous posent même pas la question. Hormis une tape sur l'épaule pour dire « ça va, tu souffres pas trop, ça va psychologiquement ?» ou « ça a bien perdu les cryptos, ça a bien perdu ». Oui, mais c'est très bien en fait. C'est exactement dans ces moments-là et dans ces situations-là qui sont finalement
pas si longue que ça, que ce sont les meilleures opportunités pour pouvoir placer nos deniers. Toujours pareil avec une recherche fondamentale extrêmement forte, extrêmement poussée. On ne met pas bien sûr tous les deux dans le même panier, on ne fait certainement pas all-in sur ces marchés extrêmement risqués. Voilà, pas plus de choses à dire, mais généralement c'est ce qu'on peut en fait tout simplement observer. D'ailleurs c'est ce qu'on avait observé. Rappelez-vous, on prend souvent le temps de revenir un petit peu en 2018-2019, enfin 2019-2020, c'est un petit peu ce qui s'était passé finalement. Vous aviez un décrochage ici, vous voyez, un décrochage au niveau du S&P 500. Lorsque celui-ci avait fait un nouvel ATH, vous vous rappelez bien de ça, on avait pris massivement des profits, on est rentré dans les objectifs d'ailleurs de prix, on peut revenir juste après vis-à-vis du S&P 500, et vous aviez en fait un rattrapage assez violent pour une poursuite d'un deuxième flux, puis le troisième flux par extension, une vague de 5 extensions en 5 vagues, donc c'est 1, 2, 3, potentiellement 4, 5 par extension, et après on vient en fait distribuer ici, c'est clairement ce que j'encadre personnellement depuis maintenant très longtemps, on peut dire plusieurs mois, mais vous aviez eu en fait ce décrochage au niveau du S&P 500, et en fait un nouveau équilibrium si vous voulez par rapport à l'ensemble du crypto total, et notamment sur Bitcoin, qui avait bien plus performé, on avait parlé ici du Bitcoin Season, hein. Vous vous rappelez, on reprenait ces chartes-là, c'était clairement pas les alt season, Ethereum n'était quasiment même pas revenu sur son premier arrêt, alors que Bitcoin, lui, était venu chercher une zone de rechargement de vente logique, qui se situe aujourd'hui aux alentours des 52 000 $. Côté objectif, on l'avait noté ensemble, sans stress et sans pression par rapport à des objectifs de prix, par rapport à notre S&P 500 préféré. Nous y sommes, dans cet objectif de cours. Voilà, donc qu'est-ce qu'on commence à faire? Est-ce que ça veut dire qu'on vend tout ici? Non, mais à un moment donné, il va falloir qu'on essayer d'encadrer quelques petites prises de bénéfices. Alors si vous avez eu des 110%, ça peut être très intéressant. Sinon, j'ai tendance, moi, à décrocher un tout petit peu de capital, un tout petit peu de position, généralement entre 15 et 20% sur les actions, pour juste en fait mettre un tout petit peu de côté pour mieux profiter des opportunités, puisque je reste dans mon scénario qui peut-être ne reflète pas modèle de mes confrères ou scénario de mes confrères, mais finalement, tant que celui-ci n'est pas invalidé, je continue tout simplement à le jouer. À quel moment celui-ci sera invalidé? Lorsqu'on fera des extensions haussières, nouvelle ATH, accélération haussière, avec un retour massif des liquidités et avec donc un pivot de la Fed et un soft landing, ça veut dire un atterrissage en douceur, ce que clairement j'exclus à l'heure actuelle. Parce que toutes nos données et toutes nos datas industrielles de consommation, de taux de resserrement au niveau des taux, que ce soit aux États-Unis, l'augmentation foudroyante au niveau des crédits revolving et des Américains qui ont de plus de mal à rembourser leurs crédits, croyez-moi que c'est pas bullish l'histoire. Maintenant, c'est ce que l'on croit. Et je ne joue jamais ce que je crois, je joue toujours ce que je vois. Mais il y a potentiellement un cataclysme qui peut nous attendre d'ici quelques mois. J'en profiterai, je le subirai d'abord, mais j'en profiterai. Comme on en profite en gardant du cash, il n'y a pas d'autre solution. Je vous parle juste de ça, je trouvais ça super intéressant. Ripple versus SEC, une bataille déterminante pour la crypto le 13 juin prochain. Eh bien, c'est aujourd'hui, le 13 juin prochain. Donc, est-ce qu'on va avoir ou pas cette déclassification par rapport à des informations qui avaient été faites en interne par le directeur financier de l'époque au niveau des entreprises, William Inman, je sais pas comment on dit, Inman, ouais, pourquoi pas. Bon, grosso modo, je ne vais pas vous faire l'histoire, mais c'était des documents qui avaient été réellement demandés par Ripple à la SEC pour pouvoir en fait recevoir ces documents-là. À la base, ils voulaient les mettre sous le tapis et finalement, le juge en décide autrement. Et logiquement, ça devrait être publié aujourd'hui. Tout simplement. Donc, est-ce que ça va ou pas avoir un poids réellement important au niveau de la décision du juge? Est-ce qu'il y aura une décision du juge par rapport à ça? Non, il n'y aura pas de décision du juge. Il y a beaucoup de temps encore et beaucoup d'eau qui vont probablement passer sous les ponts. Et on n'aura pas de décision accélérée. Et surtout pas, en fait, il faut vraiment comprendre ça d'ailleurs. C'est juste de bon sens. Est-ce que vous avez déjà vu dans le feu de l'action, si vous voulez, des décisions de justice rendues? Ça n'existe pas. Il n'y a jamais de décision de justice quand on est dans le feu de l'action. Ça n'est jamais arrivé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de la détention provisoire, c'est pour faire redescendre, si vous voulez, les émotions, pour faire redescendre la pression, pour faire redescendre la colère. Quand vous avez des personnes qui font des actes monstrueux, en fait, ils ne sont pas jugés tout de suite. Il y a beaucoup de temps en fait qui se passe, parfois 1 an, parfois 2 ans, parfois 3 ans. Le fameux procès, on peut parler des procès des terroristes de 2013, etc., qui se sont passés 2, 3, 4 ans, 5 ans plus tard. Donc ça fait vraiment redescendre la pression. Donc là, on est en plein dans le feu d'artifice au niveau de la SEC. Il n'y aura aucune décision de justice qui sera rendue. Enfin, il n'y a pas de bon sens là-dedans. Je ne dis pas que c'est pas possible, je dis juste que ce serait très surprenant. Voilà. Et d'ailleurs, il y avait un fait extrêmement curieux qui venait de se produire par rapport à la sécurité of the chain. C'est très récent, d'ailleurs, ça s'est passé le 7 juin 2023, donc c'était la semaine dernière, en effet.
Et ben en fait, qu'il y a la biographie de William Heeman qui a été tout simplement supprimée, donc ça a été fortement relayé. Je sais pas pourquoi ils font ça, ces gens-là. Je sais pas s'ils comprennent vraiment ce qu'ils sont en train de faire, ou s'ils comprennent la technologie, puisque sur Google, vous pouvez récupérer des pages en cache. Donc c'est très simple en fait de récupérer sur les serveurs de Google, même à un moment donné c'était un petit peu la mode sur les réseaux sociaux, où vous retrouviez en fait des pages de 2006 ou des anciens sites internet de 2007, de 2003, etc. Donc je trouvais ça super intéressant de le reprendre. Donc on peut récupérer les biographies, mais ils l'ont supprimé. Alors est-ce qu'ils mettent les trucs sur le tapis, etc. La poussière à droite, la poussière à gauche, peu importe. En tout cas, à l'époque, cette personne-là nous expliquait que, bah, effectivement, l'Ether était considéré plutôt comme une commodity complètement décentralisée et ne correspondait absolument pas à des valeurs mobilières. Bon, bah, formidable, merci pour ton soutien. Même si à ce moment-là, c'était plutôt sous l'administration de Donald Trump, et peut-être qu'aujourd'hui, il dit autre chose, hein, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, actuellement, bah, il y est plus à ces services-là, puisqu'il est plutôt républicain, ce monsieur-là. Bon, j'ai fait tout le tour de ce que je voulais vous dire, et on répond à cette question. Comme ça, on ne prendra pas une vidéo trop longue, mais j'aimerais vraiment vous plonger dans cette atmosphère. Toujours quand vous avez des fortes émotions, et quand nous avons des fortes émotions avec un N majuscule, on prend beaucoup de recul, et on essaie de regarder finalement, est-ce vraiment différent de ce qui s'était passé avant, mais pas forcément sur les technologies blockchain, et comment en fait on peut maximiser cette opportunité pour en recevoir un maximum de bénéfices plus tard, sur le moyen, long terme, voire très long terme. Bon, moi j'aimerais vous parler de ce bonhomme-là. Pat Dorsey. Qui c'est Pat Dorsey? C'est le fondateur de Dorsey Asset Management, professeur à l'université, me semble-t-il, de Chicago. Il avait d'ailleurs été dans plusieurs fonds indiciels, etc., entre les années 2000 et 2011. Il a d'ailleurs écrit 2 bouquins, Les 5 règles pour réussir l'investissement en actions et Le petit livre qui crée de la richesse. Bon, grosso modo, il a fait sa petite fortune dans une entreprise, puis il a décidé de prendre ses ailes à son cou, ses jambes à son cou, voler de ses propres ailes, on va essayer de faire plutôt la bonne expression, pour créer son propre fonds, tout simplement, et aujourd'hui, c'est à peu près $1 milliard de fonds qui, en tout cas, gérés par Dorsey Asset Management. Bon, vous allez me dire, ce mec-là, il doit être très intelligent, pourquoi pas? Est-ce qu'il a beaucoup d'actions? Est-ce qu'il a beaucoup de titres? Comment il gère ses finances? Etc. Bon. Si vous voulez, je vais même vous résumer son petit bouquin, parce que c'est ça qui est intéressant, on ne va pas se jeter sur Internet pour aller acheter le bouquin sur Amazon. Je vais vous résumer tout simplement ces 5 règles. La première règle, c'est passer du temps sur la recherche fondamentale. Ici, lui, il parlera plutôt d'actions, si vous voulez. Nous, on parle plutôt de crypto, mais finalement, ce n'est pas si différent. La deuxième chose, c'est dénicher des entreprises qui ont un fort avantage concurrentiel. Un game changer. Quelque chose qui sont les seuls à pouvoir faire et pouvoir tenir dans le temps. Exemple, aujourd'hui, si vous décidez de créer un concurrent d'Uber, bonne chance. Aujourd'hui, si vous décidez de créer un concurrent de Amazon, bonne chance. Si aujourd'hui, vous voulez créer un concurrent de Google, je ne dis pas que ce n'est pas possible, je dis juste bonne chance. Parce qu'ils ont aujourd'hui réussi à capitaliser et à maximiser un avantage concurrentiel extrêmement fort, extrêmement important, extrêmement gros, qui reflète aujourd'hui leur propre valorisation. La troisième chose, c'est d'avoir toujours du cash. Je le dis souvent, je ne connaissais pas cette personne avant hier soir, puisque je l'ai découvert en faisant quelques petites recherches, et finalement ça m'a donné cette idée par rapport à cette vidéo. Et d'ailleurs, c'est toujours la même chose, garder du cash, pourquoi? C'est pour garantir une certaine marge de sécurité, c'est que du bon sens. Quatrième chose, par rapport à ces 5 règles d'or pour réussir ces investissements en actions, tenir sur le long terme. C'est ça. Le secret, c'est tenir longtemps. Et la 5e, prendre des profits lorsqu'ils se présentent, mais prendre des profits au beau moment, tout n'est que question de timing. La question à savoir, c'est aujourd'hui, on est actuellement en train de nous expliquer qu'on est peut-être à l'aube d'un cataclysme financier, d'une crise bancaire sans précédent, d'un effondrement de tous les actifs financiers, en partie et en grande partie nos cryptoactifs préférés. Or, c'est pas ce qu'on est en train d'observer dans les cours. Pourquoi? Parce qu'on ne casse pas les précédents lots, la tendance reste haussière sur Bitcoin, reste d'ailleurs haussière sur le Crypto Total. Crypto Total 3, c'est un tout petit peu plus difficile, mais en tout cas, c'est toujours catalysé par des exubérations baissières, mais il faut simplement peut-être en voir ici des formes d'opportunités sans pour autant se surexposer. Mais côté Nasdaq, c'est formidable. Côté S&P 500, c'est formidable. Tout va bien dans le meilleur des mondes et on atteint et on prend une sacrée accélération sur les valeurs plus technologiques. Or, on nous explique que dans les périodes de récession, dans les périodes de stagflation, de déflation, de récession, il y a donc un rétrécissement et un goulot d'étranglement par rapport au financement. Et les entreprises tech ont besoin de ces financements pour pouvoir croître, pour pouvoir vivre, pour pouvoir parfois
survivre. Et on voit bien qu'en fait, actuellement, au niveau des taux et au niveau des crédits, c'est un goulot d'étranglement. On a un petit peu vissé, voire un peu trop fort, vissé le robinet. Ça ne veut pas dire que le marché n'a pas raison. Actuellement, même si on peut penser au fond que ce marché counter le sentiment pour aller dégommer du bear, formidable. Utilisons ce dégommage de bear pour prendre des profits là où il se présente, tout simplement. Voilà, ça c'était, je pense, super important. Mais on va revenir à cette première règle, passer du temps sur les fondamentaux. Parlons donc de ces fondamentaux vis-à-vis de Bitcoin. On va en parler. Est-ce que Bitcoin a un business model? Est-ce que les cryptoactifs ont un business model? Non. Or, tous les fondamentaux, aujourd'hui des entreprises qui se respectent, qui croient, qui prospèrent, ont tous aujourd'hui réussi à soit créer, soit s'inspirer, soit surfer sur un business model approuvé. En revanche, si elles n'ont pas de business model, les cryptoactifs et les technologies blockchain ont deux choses. Un potentiel extrêmement important et des possibilités quasi infinies. C'est très drôle ce que je viens de vous dire, puisque finalement, c'est pas si différent que les ères Internet en 1997 ou 98. Internet n'avait pas de business model en fin des années 90. En revanche, si j'avais deux choses, un potentiel très important et des possibilités quasiment infinies. Donc on comprend bien ici que la technologie en elle-même n'a pas de business model. Et ouais, si vous voulez trouver un business model dans la technologie blockchain, ça marchera très probablement pas. Par contre, tout comme toutes ces GAFAM qui se sont créées aujourd'hui autour de cette technologie Internet, ont pour elles un business model qui est directement lié à leur service qu'elles proposent, leurs biens ou leurs services. On peut les énumérer. La big data, par exemple. C'est quelque chose qui a émergé en fin des années 2010. Vous avez les ventes comme Amazon. Vous avez l'accès à Internet. Donc tous ces fournisseurs télécoms qui ont réussi à prendre le chemin vers la numérisation, vers l'IP, aujourd'hui la fibre optique. Vous avez aussi la sécurité, avec la cybersécurité, des grosses boîtes comme Norton notamment, ou comme je ne sais pas, ou comme Avast, ou comme ces trucs-là, ou Thales aussi, qui a réussi à surfer sur tout ce qui est cybersécurité. C'était une vraie poule aux œufs d'or pour les grosses institutions françaises, américaines, européennes, pour pouvoir proposer leurs services dans la cybersécurité et se défendre des cyberattaques. Vous avez tout ce qui est communication, vous avez le streaming, la VOD, la SVOD, le streaming musical, etc. Vous avez compris en fait que là, je vous parle uniquement de l'infinité des possibilités. On ne va pas toutes les citer, il y en a une infinité aujourd'hui de business models qui sont viables sur Internet. Mais Internet en lui-même, il n'a pas de business model. Au même titre que cette technologie ou cette rupture technologique blockchain. Dès lors, qu'est-ce qu'on va chercher aujourd'hui? Quel est le projet ou quels sont les projets qui proposent le meilleur service en vue d'en créer un business model? Pour l'exemple d'Ethereum. Ethereum, c'est quoi son business model? C'est d'avoir le plus fort niveau de sécurité. Voilà. Le business model d'Ethereum, cherchez pas, c'est la sécurité. Business model de Bitcoin, même si c'est un petit peu difficile d'expliquer qu'il y a un business model à Bitcoin, c'est tout simplement qu'il faut qu'il évolue le moins possible, le moins vite possible, parce que c'est considéré aujourd'hui comme une réserve de valeur 2.0. Aujourd'hui, si quelqu'un m'explique que l'or a un business model, je suis curieux de l'attendre. D'ailleurs, vous comprendrez bien que tous les actifs ou je peux pas dire biens ou services, donc on va parler actifs, qui n'ont pas de business model, généralement sont des commodities. Vous prenez un champ de coquelicots ou vous prenez un champ de vigne, pas de business model. Tous les services qui sont autour, il y a un business model pour la vinification, etc. Mais la vigne en elle-même n'a pas de business model. Donc c'est bien une commodities. Bitcoin est donc réellement une commodities et ça finira de toute manière comme ça. Par contre, est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que Ethereum est une commodities? C'est là où il y a une difficulté entre la SEC et la CFTC. Parce que Ethereum, il y a une fondation, d'accord, il y a une technologie, ils essaient de mettre en place un business model, c'est pas évident. Par contre, ce qui est probablement certain, c'est que tous les services qui vont graviter et qui vont avoir une réelle utilité dans la vie réelle seront très probablement considérés comme des securities ou, si vous suivez mon raisonnement, dans une nouvelle classe d'actifs. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une espèce de flou et il ne faut pas trop vite jeter la pierre et cracher sur toutes les instances gouvernementales ou les institutions américaines pour dire qu'ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux parce que ça ne nous arrange pas. Mais peut-être que c'est sur du très long terme très bon pour le marché ce qui est en train de se passer. Essayez d'y voir toujours une réelle opportunité. Je vais juste revenir par rapport à Pat Dorsey et je finirai cette vidéo là-dessus. On va regarder un petit peu son
son portefeuille à ce monsieur-là. Bon. Il a 1 milliard d'actifs sous gestion. C'est quand même pas mal l'histoire. Et il a que 9 actions. Je vais juste revenir ici en 2023. Voilà, parce que je ne voyais plus mes repères. Voilà, à peu près 800 millions. Il avait commencé avec 100 millions en 2016. Ça a quand même bien grossi. Donc, ça a plutôt bien marché. Aujourd'hui, il a du Google, du Meta, du PayPal, du Ricoh, du SEMrush, du Smart... je sais plus, du Smartsheet, je crois que c'est ça. Ah bah oui, c'était marqué juste là, je regardais les anagrammes. Vous avez UPRO, vous avez Walt Disney, vous avez Wix.com. Wix.com, vous savez, c'est le site internet. Créez votre site internet ou votre site e-commerce par Wix. J'avais regardé d'ailleurs il y a quelques années. Et je trouve ça plutôt pas mal, pour être tout à fait honnête avec vous. Bon, ce mec-là a 9 actions dans son portefeuille. Une très forte pondération vis-à-vis de Meta, qui représente aujourd'hui 22% de son portefeuille. La deuxième plus grosse allocation, c'est Smart. Bon, on peut dire qu'avec 22,3%, c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver finalement dans notre portefeuille si on pouvait avoir un peu de Bitcoin, beaucoup d'Ethereum et un peu de Polkadot, un petit peu de CSSPR, un peu de Chiliz, un peu de tout ce que vous voulez, un peu de Matic, un peu de trucs. Mais généralement, quand on voit Ethereum, on voit un petit peu ça finalement, des grosses allocations, des grosses pondérations, dont Ethereum. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? L'objectif est toujours le même, c'est de pouvoir surperformer le marché. Si Ethereum surperforme le marché, si vous avez une forte allocation, vous avez des chances de surperformer le marché. Faites très attention, lorsque la liquidité n'y est pas, les mouvements de capitaux se font en interne. Donc c'est très difficile en fait s'il n'y a pas de rentrée d'argent massive de surperformer le marché. C'est même quasiment impossible. Pour être tout à fait honnête avec vous, en tant qu'investisseur, bien évidemment. Donc trader, c'est plus difficile. Même si c'est plus difficile, ça reste plus réaliste de surperformer le marché sur des toutes petites time frames, bien évidemment. Bref, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Soyez très prudent par rapport à ça. Donc il a que 9 allocations, ce bonhomme-là. Il a été créé en 2013. On est d'accord que pendant 10 ans, il a bossé, Pat. Mais en 2013, il a créé sa boîte. Est-ce que vous voulez que je vous remette dans les conditions de 2013 par rapport au S&P 500 et aux indices du Nasdaq? On y va en 2013. C'était juste ici. Je suis en weekly, c'est juste formidable. 2013, ici. On était en train on était ici. En somme, si vous regardez par rapport à Bitcoin en 2019, ou 2021, le pire moment pour investir. On est d'accord que le mec, en fait, il a créé son truc alors qu'on était loin des bottoms de marché. On était vraiment ici, on était proche des nouveaux ATH, etc. La bulle de toutes les bulles, ici c'était la bulle, ça doit cracher. Le mec il s'est positionné au pire moment. Je vais vous dire au pire moment, puisque si vous prenez du S&P 500, c'est pire encore. On était réellement aux ATH en 2013. On était juste ici. Mais le mec quand même, il va. Il investit dans quoi? Il investit dans Meta. Et il a une très grosse allocation dans Meta. On va d'ailleurs prendre son petit portfolio et on va regarder ce qui s'est passé sur Meta. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a moins de 6 mois. Mais on va aller en très accéléré, on va regarder ses allocations. En réalité, il n'y en a jamais eu beaucoup. Toujours avec des fortes pondérations. Au niveau de Google, au niveau de Disney, au niveau de Meta, etc. Meta a été introduit en bourse, rappelez-vous, c'était en 2012. Il a acheté quasiment Meta sur les bottoms de marché. Il faut comprendre ça, il a investi massivement dans Meta. Il y a du PayPal, il y a du Ricoh qui vient d'arriver. Il y a eBay aussi qui est arrivé et qui est complètement parti. Alors c'était quand qu'il est complètement parti eBay? On va regarder. Il est déjà parti, c'était donc en 2022, eBay il est parti, voilà, eBay là. Voilà, hop, il est parti en Q1 2022. Donc prendre des profits au bon moment. Est-ce qu'il a pris des profits au bon moment, notre ami Pat? On va regarder ça de suite. Bon, il a arbitré. Il y est plus, donc il a vendu là-dedans. Il est plus sur eBay. Ok, on peut comprendre. Peut-être qu'il croit plus en ce machin. Ça fait plus de fric, ça fait plus rien. J'en ai pas dans mon idée, mais en tout cas, il s'est barré de eBay. Est-ce qu'il faut le suivre ou pas? J'en ai pas dans mon idée. En tout cas, eBay fait beaucoup de publicité actuellement. Et grosse allocation de Meta. Mais vous avez vu en fait ce qui s'est passé entre 2022. Voilà. En fait, son allocation, elle est partie à 13 et elle est revenue à 22, 23. Bon, en fait, qu'est-ce qu'il s'est mangé dans le pif, Pat? Il s'est mangé ça, en fait, dans la tronche. Il s'est mangé un effondrement au niveau de Meta. Littéralement au niveau de Meta. Mais lui, il faut comprendre qu'il avait acheté là-dedans, là. D'accord? Il avait acheté là, lui. Donc il était encore probablement en gain, et je pense d'ailleurs qu'il avait rajouté. Actuellement, son prix moyen sur Meta, c'est 200 $. Vous imaginez que son prix moyen actuellement, pas de ces 200 $. C'est énorme, donc il est un petit peu en plus-value, mais il l'a pris peut-être encore une fois au pire moment. Non, peut-être dans la tendance. Tout simplement. Dès lors, à ce moment-là précis, quel était son état d'esprit? Il avait une allocation de près de 25%. Imaginez 250 millions de dollars en Meta. Le machin, il perd 73%. On l'explique que Mark Zuckerberg est mort avec son espèce de métaverse que personne ne veut y aller à part 3... il n'y a même pas 10% de sa boîte qui est sur son métaverse. C'est des trucs complètement fous.
la plus grande escroquerie du monde, son métaverse. Il était quand même dans l'œil du mal. Aujourd'hui, ça revient bien. Il renoue avec les profits et les profits sont canonissimes chez Meta. Dès lors, en fait, vous allez avoir des particularités qui sont en fait que du bon sens dans son portefeuille. C'est quoi? On va prendre par exemple 2 actions. Moi, j'en regarde une en particulier. Pardon. On va revenir ici. Moi, je vais regarder par exemple SEMrush et je vais regarder aussi Smartsheet. Pourquoi Smartsheet? Smartsheet, c'est pas si vieux que ça. Smartsheet, c'est relativement récent. Alors, c'est relativement récent, ça a été introduit en bourse relativement récemment. Mais ça a été créé dans la fin des années 2010. Bon, on va regarder juste ça. Je vais regarder si on a la possibilité d'y retourner. Par rapport à ça, à chaque fois, ça m'embête, ça. Bon, c'est pas très grave, on va aller directement là-bas. Smart Sheet. Voilà, juste ici. Bon. Ça a été donc introduit en 2018. Dès lors, il n'a pas investi. Alors, peut-être qu'il était en primo, j'en sais rien, mais logiquement, il a pris des actions, entre guillemets. Là, on va regarder tout simplement l'évolution de leurs chiffres. Bah, c'est très simple, on va taper en plein milieu. Donc, 91 millions de revenus, toujours au-dessus du consensus. 98 millions de revenus, au-dessus du consensus. 109 millions de revenus au-dessus du consensus 2001, 131, 144, 157, 168, 186, 199, 212 et on attend pour 2019 toujours au-dessus du consensus. Bon, ce truc gagne de l'argent. Croissance. Là, on est bien dans la représentation d'une boîte pérenne. Ça croît chaque mois, enfin chaque trimestre en l'occurrence. Ok, donc c'est ce qu'on va rechercher. Un potentiel de croissance sur ces valeurs technologiques. Dès lors, est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir là-dedans? J'en sais rien, je mettrai ce truc à 0. Je pense qu'on est un tout petit peu haut par rapport à une zone de rechargement d'achat. Mais dans l'idée, il faut tendre l'oreille, puisque ces mecs-là tendent l'oreille en réalité. Hein. Donc il faut pas... Hop, si je mets 0 là, ça donne quoi? Je pense qu'on est au 0,50. Ouais, 0,50, voilà, formidable. C'est ce truc vaut 0, parce que ce truc, à un moment donné, a bien vécu 0. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il faut bien le comprendre, ça, 90% ou 95% de la valeur est capturée par les premiers investisseurs des premières heures. Il faut le comprendre. Après, ils jettent des actions au flottant, qu'ils fassent une introduction en bourse où ils décrochent leurs propres actions, comme une IPO, comme a fait par exemple Coinbase. Bah, c'est de l'action au flottant et bah, à un moment donné, ça valait quelques euros, peut-être au début. Hein. Peut-être que le capital social de ce truc-là, c'était 100 000 balles à l'époque. Aujourd'hui, ça vaut plus près de 5 milliards de dollars. Donc c'est plutôt intéressant à observer. Donc derrière, vous êtes ici, peut-être une zone de rechargement d'achat. Bah, c'était juste formidable. C'était un bon play ici avec un petit gap de rupture haussière ici. Hein. C'est un magnifique gap de rupture. Est-ce qu'on tend à venir le combler? Bah, techniquement, il ne faudrait pas qu'on vienne le combler. Ah non, mais il y en a un plus bas, juste là de gap de rupture. Donc celui-ci, on peut éventuellement le combler, mais celui-ci, il ne faut pas le combler. Voilà, vous voyez ces petits gaps de rupture ici, ils sont très jolis ces gaps de rupture là. On tente de le combler et on arrache avec un gap de continuation. Ça, généralement, c'est des très gros portefeuilles qui sont derrière. Bon, vous avez compris un peu l'idée. Vous avez une autre boîte que je regarde et que lui aussi est très exposé, c'est SEMrush. Je l'avais utilisé il y a une dizaine d'années, SEMrush, et en fait, la charte est plutôt belle. Hein, vous voyez, on est vraiment sur des bottoms de marché. Est-ce que ça fait du fric? Bon, 65 millions de dollars. Ici, 68 millions de dollars. Oui, 70 millions de dollars au-dessus du consensus, mais ça perd un peu d'argent. Mais vous êtes toujours dans cette idée de croissance. Hein. 53, 57, 50, 62, etc. Bon, vous avez compris que ce bonhomme-là, il ne va pas chercher midi à 14h. Est-ce que ça fait du fric tous les trimestres? Est-ce que ça continue à croître? Est-ce que ça continue à capter des parts de marché? La réponse est oui, que du bon sens. Ça doit très probablement faire partie de sa recherche fondamentale. Donc vous avez tout ça, mais d'un point de vue, en fait, plutôt psychologique. C'est ça en fait qui est super important. Est-ce qu'à un moment donné, il a décidé je vends tout parce que ça va partir à la cave? Et on est quasiment partout sur des bottoms de marché. Vous avez un quadruple bottom ici sur ce type de truc. Honnêtement, moi ça m'intéresse au plus long rendement. Donc maintenant j'attendrai des structures, quitte à le prendre un tout petit peu en retard. Comme Wix par exemple qui a annulé complètement son envolée canonissime par rapport au Covid. On est parti chercher tout le monde en dessous le Covid. Donc ici, il y avait vraiment des positions à aller chercher. Bah, c'est à peu près ce qu'on est en train de vivre sur pas mal de nos cryptoactifs préférés. On vient racler, si vous voulez, les lots. Et puis derrière, on est juste en train de reconstruire avec un retour des volumes croissants. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est clairement pas ce qu'on observe actuellement sur nos cryptoactifs préférés, sur le crypto total. Et on vient ici dans une zone de rechargement d'achat. Ce truc-là m'intéresse vraiment. Et honnêtement, j'avais commencé à travailler sur des sites Wix, etc. Et honnêtement, c'est vraiment pas mal. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, zone et première classe. Est-ce que ça peut être intéressant ou pas de réallouer ou pas hein, de l'argent sur ce type d'action? Bah honnêtement, je pars pas du principe que ce monsieur-là est plus intelligent ou moins intelligent que nous. Je dis juste qu'en fait, son plan tient. Et je suis très curieux de voir à quoi ressemblera Wix dans 10 ans. C'est tout nouveau, ça a été introduit en 2013-2014. On est encore dans cette évolution Internet, etc.
Bon, mais tous ces trucs-là ont des business models. Pourquoi il y a des business models? Parce qu'il y a des petits caractères en dessous. Vous prenez n'importe quel cryptoactif, il n'y a pas de petits caractères en dessous. Par contre, il y aura bien des boîtes qui vont se créer autour d'un cadre réglementé qui viendra tôt ou tard. Je ne pense pas que ce soit dans une semaine ou dans 2 semaines, j'en doute très fortement, mais partez du principe qu'il tendra à venir. Et il y a un vrai business model et des business models qui se mettront en place à ce moment-là. Dès lors, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on pense se persuader qu'on est arrivé trop tard sur les technologies blockchain, qu'on est arrivé trop tard sur Bitcoin, qu'on est arrivé trop tard sur Ethereum. Mais on est au début de rien. Faut le comprendre. Le mec aujourd'hui qui crée son propre fonds. Vous pensez pas qu'il arrive un peu en retard, le bonhomme? Vous pensez pas que Pat en 2013, il n'était pas arrivé en retard en 2013, Pat? Pas intelligent, il aurait dû acheter du Bitcoin, Pat d'ailleurs. Et vous comprenez un petit peu ce narratif-là? Il y aura bien des Pat demain qui vont arriver. Peut-être que ceux qui m'écoutent, il y a peut-être plein de Pat Dorsey. Tout simplement. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. Mais regardez un petit peu ce que va émerger finalement de ces ruptures technologiques des entreprises avec un réel business model. Je ne serais d'ailleurs pas du tout surpris si dans 5 ans, Consensus venait à s'introduire en bourse. Évidemment. Ça coûtera cher, ça sera trop probablement très bien valorisé. Mais il faut comprendre qu'on est en train de bousculer tous les codes de la finance traditionnelle. Ça n'existe pas, comme on en parlait tout à l'heure en début de cette vidéo vis-à-vis de l'ICO par rapport à Ovaly. Vous imaginez bien que ça n'existe pas dans le monde réel. C'est pas possible de pouvoir, dès les débuts, sur une promesse, sur un projet d'envergure mondiale, de pouvoir investir 200 balles dans un truc qui peut peut-être révolutionner le monde du rugby mondial dans les 10 prochaines années. C'est pas normal. C'est pas le public qui doit acheter ça. C'est les grosses institutions financières qui doivent acheter ça. Et les grosses institutions financières, les gros fonds d'investissement, les Dorsey, les Warren Buffett, etc., ont toujours les mêmes mécaniques, les mêmes mécanismes. Il faut que ça crée de la valeur, il faut qu'il y ait un réel intérêt, il faut qu'il y ait un potentiel de croissance avec des possibilités infinies, etc., etc., etc. Faites une recherche fondamentale extrêmement forte. En fait, la recherche fondamentale de Warren Buffett, de Bill Gates ou d'autres grands investisseurs vis-à-vis des cryptos aujourd'hui tels qu'on les connaît, en fait, en l'espace de 10 minutes, ils comprennent très vite qu'il n'y a aucun sens en fait à investir là-dedans, dans des choses qu'ils ne comprennent pas. Je vais vraiment vous poser la question, et posez-vous cette question en coupant cette vidéo dans quelques instants. Est-ce que vous comprenez tous les tenants et aboutissants de la technologie blockchain et de ses possibilités? Est-ce que vous maîtrisez parfaitement tous les encadrements par rapport à ces technologies-là? Personne ne les maîtrise. Personne. Est-ce que vous pensez vraiment que dans la fin des années 90, les personnes qui travaillaient sur Internet avaient la moindre idée que de ce qu'ils étaient en train de créer? Est-ce que vous pensez que les gens qui étaient en train de travailler sur l'email savaient vraiment comment l'email allait se démocratiser? Est-ce que vous avez la moindre idée ce que Vitalik Buterin, avec sa fondation et Consensus également, des grosses boîtes qui ont levé des centaines de millions de dollars, faut vraiment le comprendre comme ça. Est-ce que vous pensez réellement qu'ils savent exactement où est-ce qu'ils vont? Personne ne voit à 15 ans. Personne. Par contre, ils savent comment y arriver, avec des mécanismes qui ne sont jamais différents de ce qui s'est déjà passé dans le passé. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une vidéo des rois du Bitcoin.